on voit des tensions, des développements inquiétants en fait sur le plan environnemental. Et au final, dans notre chapitre, on arrive à la conclusion que les algorithmes ne vont pas nous sauver du désastre climatique ou de la crise écologique, mais au contraire, accélèrent plusieurs de ces tendances-là. Les grands joueurs capitalistes investissent des milliards et des centaines de milliards de dollars dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes, font différentes acquisitions et prennent leur valeur et la réinvestissent dans l'économie constamment, qui est une logique entièrement capitaliste, du capitalisme industriel de l'époque du 19e siècle, mais sous des nouvelles formes. Pour nous, on voit les différentes tentatives actuelles, réglementaires, législatives, comme le AI Act et d'autres, comme un pas dans la bonne direction, mais c'est souvent dans le cadre peut-être d'un futur capitalisme algorithmique régulé par les institutions publiques. Donc, on reste dans une forme de social-démocratie qui ne remet pas en question la logique d'accumulation, la propriété des moyens de production algorithmiques aussi. Donc, ça reste limité, on doit aller au-delà de ça. Tant que Tant qu'on n'a pas fini avec le capitalisme, on n'en a pas fini avec Marx. Donc, la critique de l'économie politique de Marx est tout à fait pertinente à notre avis, mais il faut la mobiliser, il faut la faire travailler de façon non dogmatique. Il faut la modifier, il faut la bonifier à l'occasion. Et on pense que ben, souvent dans les cercles de théorie marxiste ou de théorie critique, il y a souvent une attitude qu'on traite la théorie marxiste comme un tout monolithique et indépassable. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine suisse roman Voix populaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais bien deux invités en même temps, qui se trouvent actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada plus précisément, messieurs Jonathan Durand-Folco, pardon, et Jonathan Martineau. Bonjour messieurs et merci infiniment d'être là. Bonjour. Bonjour. Donc avec vous, nous allons discuter le plus en détail possible avec le temps qu'on a d'un grand livre, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si on voit bien. Donc le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc grand livre par sa taille déjà, hein, puisqu'il fait près de 500 pages, divisé en 20 thèses. On pourra en discuter quelques-unes d'entre elles, mais pas la totalité, hein, on n'aura pas le temps, c'est assez dense. Donc c'est un livre qui est imposant par sa taille, mais c'est surtout un grand livre par son contenu, dont on va parler dans quelques instants, puisque vous abordez donc les questions de- des algorithmes, de l'intelligence artificielle sous de nombreux angles. Euh, on va y revenir. Donc votre livre est paru il y a quelques mois dans la collection Théorie des éditions Éco-Société, une maison d'édition québécoise indépendante qui existe depuis 1992. J'en profite pour remercier infiniment les éditions Éco-Société pour l'envoi de cet ouvrage que je recommande déjà donc grandement à quiconque cherche à mieux comprendre le monde qui nous entoure pour mieux le transformer. Avant de poser ma première question, je vais présenter en deux mots nos auteurs ici présents, donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise. Le docteur Durand-Folco est professeur à l'école d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université de Saint-Paul. Vos recherches portent sur l'écologie politique, la démocratie participative et délibérative, la théorie critique, les communs, les innovations sociales et la philosophie de la ville. Vous êtes notamment l'auteur du livre À nous la ville, traité de municipalisme, paru en 2017, déjà aux éditions Éco-Société, je crois. Quant au docteur Martineau, il est professeur au Liberal Arts College de l'Université de Concordia. Vous êtes également directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur le temps, la technologie et le capitalisme. Vos recherches portent notamment sur le temps et la temporalité, les études de la technologie et la théorie critique. Vous êtes l'auteur de L'ère du temps, modernité capitaliste et aliénation temporelle, paru aux éditions Lux, une autre très bonne maison d'édition québécoise. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que les sujets qui sont abordés dans votre livre sont d'une très grande actualité et d'une immense importance aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Quand je parle de l'importance et de l'actualité de ces sujets, en Suisse,
Cette semaine, on a eu ce qu'on appelle le carnaval de Bâle. Donc, on a une ville en Suisse qui, tous les ans, a son carnaval, lors duquel on voit défiler plein de chars, près de 500 chars. Euh, à peu près 430 chars ont défilé, je crois, cette année. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder ça et c'était assez intéressant de voir le nombre extrêmement impressionnant, justement, de chars qui avaient pour thème l'intelligence artificielle, les algorithmes, les nouvelles technologies, etc. Donc, tout ça pour dire que, outre les discussions et discours médiatiques et autres, c'est une manière de se rendre compte à quel point c'est un thème qui nous préoccupe en Suisse aussi. Mais ces sujets, aujourd'hui centraux, souffrent bien trop souvent d'un traitement qui laisse de côté des questions cruciales quand ce traitement n'est pas complètement à côté de la plaque. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à l'aune notamment des théories de Karl Marx et d'autres auteurs et autrices plus contemporaines, vous vous êtes lancé dans l'élaboration d'une théorie critique de ce que vous appelez le capitalisme algorithmique, et qui a donc donné naissance à ce grand livre. Donc, avant de parler de Marx, de capitalisme, et si on a le temps, des stratégies aussi pour sortir de tout ça, euh, peut-être que la première question qu'il faudrait vous poser, c'est comment est-ce que vous définissez euh, le mot algorithme? Comment est-ce que vous définissez enfin, le terme intelligence artificielle? Juste dernière précision avant de vous laisser répondre. Au début de votre livre, vous développez une critique en fait de ce terme intelligence artificielle. Vous dites qu'il n'est pas satisfaisant, mais vous l'utilisez quand même parce qu'il est entré dans le langage courant, je crois. C'est ça. Super, peut-être je pourrais commencer. Donc, très bonne question. Comment définir les algorithmes et cette intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler dans l'espace médiatique? Le terme algorithme, en fait, signifie de façon plus précise une série d'instructions qui permettent d'accomplir une tâche ou de résoudre un problème complexe. L'algorithme, de façon plus large, on pourrait dire une recette de cuisine dans laquelle il y a une série d'instructions, d'ingrédients, de préparation qui permettent d'exécuter une tâche pour être capable de préparer un mets ou un repas. C'est une forme d'algorithme. Mais quand on utilise le terme algorithme dans le livre et dans le langage courant à notre époque, on parle plus souvent d'algorithme informatique. Donc, dans le monde, on pourrait dire de l'informatique, du numérique de façon plus large, et ça désigne plus précisément différents algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, le terme en anglais, c'est le machine learning, qui sont en fait des systèmes complexes qui permettent de prendre des décisions automatisées, de classifier des informations, de prédire des événements futurs, être capable d'accomplir une pluralité de tâches. Et c'est une série de processus informatiques qui ont une longue histoire. Le terme d'intelligence artificielle a été créé autour des années 1950, à l'époque d'Alan Turing, John von Neumann, différents informaticiens, ingénieurs qui ont voulu en quelque sorte être capables d'imiter notre intelligence humaine à partir de processus informatiques pour accomplir des tâches. Et depuis, cette intelligence artificielle, qui est une branche de l'informatique, des neurosciences, de la psychologie cognitive et de d'autres sciences, a beaucoup évolué et il s'est accompli différentes révolutions technologiques qui ont rendu possible cette accélération du développement de cette intelligence artificielle, qui était le terme très large. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, ça désigne plus précisément des processus algorithmiques. Donc, des processus qui sont capables d'accomplir des tâches comme de la reconnaissance visuelle, être capable de traduire du texte, être capable de conduire des voitures autonomes. Ce sont des processus qui permettent de filtrer des contenus sur votre fil d'actualité sur Facebook, Instagram, TikTok, compagnie. On a de plein d'exemples concrets, en fait, d'algorithmes, parfois qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, qui font partie de la vie quotidienne. Mais ce terme d'intelligence artificielle, on le prend entre guillemets parce que d'après nous, il prête à certaines formes de confusion. Donc peut-être que je laisserai mon collègue ici compléter. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise et en même temps on veut s'en méfier en quelque sorte? Oui, mais il y a des limites importantes avec le terme qu'on soulève dans le livre, qui ont été soulevées aussi beaucoup par des voix critiques dans le champ des études de l'IA, par exemple, ou peut-être pour faire formule un peu, ou pour emprunter une formule à un théoricien qu'on apprécie beaucoup, Evgeny Morozov. L'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Donc, il y a une façon de nommer ces processus-là, intelligence artificielle, qui revient à anthropomorphiser l'opération de machine.
à attribuer une forme d'intelligence, en fait, à ce qui est, en gros, des méthodes de calcul. Donc, il faut vraiment définir l'intelligence de façon très, très réduite ou réductrice. L'intelligence, selon nous et selon plusieurs critiques, est un phénomène beaucoup plus large que rapport avec un savoir-faire, un rapport au monde, un senti aussi, des formes d'orientation. Donc, de parler d'intelligence sans corps, par exemple, est un petit peu problématique. Une intelligence comme savoir-faire aussi dans toutes les traditions phénoménologiques, où là, l'intelligence artificielle, comme elle se déploie à notre époque, ne rencontre pas ces critères d'intelligence, si on veut. Et bon, il y a le terme artificiel également qui est problématique parce que bon, ça suggère une espèce de processus automatisé, dématérialisé, artificiel, mais en fait, l'intelligence artificielle est soutenue, est appuyée, supportée par des millions d'actes de travail humain, que ce soit des clics, que ce soit de la production des appareils numériques, que ce soit bon, ce qu'on appelle le digital labor maintenant dans la littérature. Donc, l'intelligence artificielle n'est jamais complètement artificielle et jamais vraiment intelligente. Donc, c'est pour ça qu'on problématise le terme un petit peu. Au final, on décide, donc on se concentre vraiment sur les processus algorithmiques. Pour nous, c'est ça qui est au cœur là, du système qu'on essaie d'éclaircir, si on veut. Mais on utilise le terme quand même de façon générale, puisqu'il est, il est intégré dans le vocabulaire, il fait partie des discussions ambiantes, des discussions théoriques également. Donc, on va pas refaire le monde et juste complètement mettre le terme de côté. On l'utilise, mais avec ses points critiques là, au préalable. Merci beaucoup. Euh, et l'une des grandes thèses de votre livre, donc là on va rentrer un peu plus dans le fond maintenant que vous avez éclairci de la forme. Euh, une des grandes thèses de votre livre est ce que vous appelez le capitalisme algorithmique. Euh, et ce capitalisme algorithmique, d'après vous, il marquerait l'arrivée d'un nouveau stade du capitalisme. Un nouveau stade qui prendrait donc la suite, la place du néolibéralisme. C'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est pas quelque chose qui remplace complètement le néolibéralisme, vous allez y venir. Euh, donc, qu'est-ce que vous entendez exactement par capitalisme algorithmique? Et est-ce que vous pourriez me dire un petit peu de quelle façon cette transformation s'est opérée, d'après vous? Peut-être que je peux débuter, mon collègue pour compléter par la suite. On entend par capitalisme algorithmique, donc on fait l'hypothèse en fait d'une transformation historique. Donc on essaie de voir le déploiement des technologies d'intelligence artificielle, des technologies algorithmiques d'un point de vue plus large, d'un point de vue d'un ordre social institutionnalisé. Donc euh, faire un pas de recul et voir le déploiement effréné, accéléré des technologies dans les dernières peut-être 10 à 15 années comme non seulement un phénomène technologique ou non seulement un phénomène économique, même un phénomène plus largement socio-historique. Et lorsqu'on prend cette lunette peut-être plus large pour analyser ces nouveaux phénomènes, ce qu'on remarque, c'est que d'une part, il y a des transformations importantes dans le mode de production capitaliste qu'on ne peut pas comprendre sans prendre en compte le fonctionnement, les impacts de ces nouvelles technologies. Et on ne peut pas non plus comprendre le développement des technologies algorithmiques, de l'IA, sans comprendre les transformations du capital à l'ère contemporaine. Donc, pour nous, la question devient double. Et pour analyser le phénomène du capitalisme contemporain, il faut analyser les technologies et vice-versa. Et ce qu'on trouve, pour y aller quand même assez brièvement, c'est une reconfiguration, certaines formes de reconfiguration des modes d'exploitation et d'extraction qui sont associés à la production capitaliste, notamment avec la montée des formes d'extraction, de monétisation, de valorisation des données. Donc, il y a un phénomène ici, un ajout, une reconfiguration des modes d'exploitation, des modes de production, qui ensuite se répercutent et provoquent des transformations dans ce qu'on appelle l'ordre social institutionnalisé du capitalisme. On s'inspire de Nancy Fraser ici pour conceptualiser le capitalisme non seulement comme un système économique, mais comme un ordre social, donc avec une relation à la nature, une relation au travail reproductif, une relation avec la sphère politique également. Et pour nous, ben, on analyse une certaine conjoncture historique où l'avènement du machine learning que mon collègue évoquait tout à l'heure, mais aussi l'essoufflement du modèle néolibéral qui pour nous arrive un peu dans une fin de cycle avec la crise de 2007-2008, la montée
d'un nouveau modèle d'affaires dont Google est le pionnier, qui consiste à extraire des données, les monétiser, les valoriser. Cette conjoncture-là mène à une période post-2008 où on voit, à notre avis, une transformation du mode de production du capitalisme. On voit également une nouvelle hiérarchie. On voit le secteur des hautes technologies, par exemple, prendre les devants en termes de pouvoir attirer des investissements, par exemple, en termes de croissance, en termes d'innovation. On voit les algorithmes se déployer dans la société comme nouvelle médiation sociale. On voit une exacerbation du rapport extractif à la nature, mais sous de nouvelles formes, des technologies énergivores, la collecte de métaux rares, par exemple. Donc, on voit ce phénomène-là de transformation technologique, pour nous, est plus large et nous arrivons à un nouveau stade du capitalisme qui s'inscrit, bâti sur une logique qui était néolibérale auparavant, mais va venir à plusieurs niveaux la transcender, en fait, et la dépasser et installer une nouvelle logique dominante qui est la logique algorithmique dans la société. Parfait. Moi, si je pourrais compléter en fait avec ce que mon collègue a dit, le terme de capitalisme algorithmique, nous l'avons utilisé, forgé pour décrire un nouveau stade, mais il y a plusieurs autres auteurs qui utilisent des termes différents, on pourrait dire complémentaires. Il y a les travaux de Shoshana Zuboff qui parlent de capitalisme de surveillance, notamment, pour parler d'une nouvelle configuration du capitalisme à l'ère, en fait, du modèle, comme ça a été nommé plus tôt, d'une valorisation des données personnelles, une forme d'impératif d'extraction, qu'il faut toujours plus aller chercher de données personnelles. Pourquoi? Parce qu'elle permet de générer des profits, des revenus à travers la publicité ciblée notamment, mais pas uniquement. Ces différentes données permettent d'entraîner des systèmes algorithmiques, des processus d'intelligence artificielle qui peuvent par la suite accomplir une pluralité de tâches, augmenter la productivité, en fait, du moins hypothétiquement dans la sphère de l'entreprise, être capable, par exemple, de prédire des comportements futurs, être capable d'accomplir des transactions financières, être capable d'automatiser la production, servir d'interface dans les interactions humaines dans plein de formes différentes. Donc, on amène ce terme-là de notre côté. Notamment, on ne reprend pas le terme exact de Shoshana Zuboff, qui est une source d'inspiration hyper importante pour nous. On a un chapitre consacré à ces thèses. Pour nous, en fait, le capital algorithmique ne se limite pas à la surveillance. Donc, il n'y a pas uniquement la vie privée qui est menacée par ces formes d'extraction et de surveillance des comportements, mais parce qu'il y a toute une infrastructure matérielle, une exploitation du travail humain aussi, qui sont absents des travaux de Shoshana Zuboff. Il y a d'autres travaux, notamment qui parlent du capitalisme de plateforme. Donc, pour nous, ça joue un rôle important parce que le modèle d'entreprise qui permet d'extraire, valoriser les différentes données puis d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, c'est les géants du numérique, dont la plupart ou la quasi-totalité sont des plateformes. Les plateformes étant des formes d'interface multifaces, multi-usages qui permettent de mettre en lien des utilisateurs potentiels avec évidemment des fournisseurs de publicité, de données de produits, mais aussi d'autres types d'acteurs. Et ces différentes plateformes, donc on a parlé parfois d'économie de plateforme avec l'arrivée de l'économie collaborative autour de 2007, 2008, 2009, 2010, avec Uber, Airbnb. On parle parfois de ubérisation de l'économie. Donc pour nous, ça rentre dans la même configuration économique. Et les plateformes jouent un rôle important, mais c'est pas uniquement ça. Donc, c'est pas uniquement les données personnelles, pas uniquement les plateformes. Il y a le rôle des différents algorithmes aussi. Ce n'est pas que ça non plus. Mais le terme algorithmique, pour nous, on l'utilise comme adjectif parce que ça permet de se combiner à différentes choses, notamment à un modèle d'accumulation algorithmique qu'on appelle une accumulation de la valeur par l'extraction de données et leur transformation par des processus algorithmiques. Mais c'est aussi des formes de pouvoir. Et dans la littérature, il y a de plus en plus de termes qui tournent autour de la gouvernementalité algorithmique, les travaux de Antoinette de Rouvroy, la régulation algorithmique ou la gouvernance algorithmique, la police algorithmique, l'administration algorithmique. Donc, on voit que c'est un terme, en fait, qui devient un peu transversal à plein de processus qui se déroulent à l'heure actuelle. Et pour nous, c'est indissociable des reconfigurations de notre système économique. C'est pourquoi on utilise le terme capital algorithmique pour montrer cette synthèse fusion de deux processus économiques technologiques à la fois. Mais s'il y a d'autres auteurs qui utilisent des termes différents, mais qui renvoient au même phénomène, pour nous, c'est quelque chose qui nous convient aussi. Donc, on ne veut pas être ceux qui vont dire, voici le terme que toute la littérature scientifique doit
utiliser à partir de maintenant. Ça peut prendre différentes formes. Une chose que je voulais aussi peut-être vous partager au niveau visuel pour les gens qui peuvent regarder l'émission sur YouTube, c'est notamment un schéma visuel qu'on utilise dans le livre à la page 161 qui montre l'évolution des périodes historiques dans les conditions générales de la production capitaliste. Donc, on s'inspire de travaux d'auteurs canadiens, notamment ici, qui font une distinction entre la période du capitalisme industriel au 19e et la première moitié du 20e siècle, avec une nouvelle phase dans cette grande époque de production que serait le capitalisme numérique. Donc, le terme numérique, pour nous, est très large, mais quand on parle de capitalisme algorithmique, eux, ces auteurs utilisent AI capitalism comme terme. C'est quelque chose qui a émergé suite à la crise financière de 2007-2008, autour des années 2010. Puis, ça se comprend par une utilisation massive de l'info nuagique, du cloud, des données massives, le big data, l'arrivée des plateformes numériques, comme je l'ai dit, les différents algorithmes qui vont jouer un rôle étroit dans la reconfiguration du système économique. Et par la suite, ici, je vous partage un autre tableau visuel que je n'aurai pas le temps d'expliquer en détail. On essaie de périodiser les différentes phases de ce système économique qui remonte au moins jusqu'au 16e siècle. Donc, il y a différents débats dans la littérature parmi les historiens sur les moments, les stades du capitalisme. On va généralement distinguer notamment le capitalisme industriel libéral du 19e siècle, première partie du 20e siècle, suivi d'une période du capitalisme régulé par l'État. Donc, où les syndicats sont beaucoup plus forts, notamment, où on a la société de consommation, les biens de masse qui sont produits suivi de la période du capitalisme néolibéral financiarisé ou la mondialisation néolibérale qu'on entend parfois à la fin des années 70, début années 80, par une place prépondérante de l'économie financière. Et les plus grandes entreprises sont des compagnies financières pour la plupart ou des compagnies pétrolières ou dans ce type de secteur économique. Et par la suite, on dit qu'on fait l'hypothèse qu'il y a un autre stade du capitalisme qui prend le relais, qui intègre des éléments du néolibéralisme et qui les dépasse, et qui se traduit par des formes d'entreprises différentes, de travail, des moteurs d'accumulation, des nouvelles formes de marché, des relations de classe, une dynamique globale au niveau social, et même dans la reconfiguration de ce qu'on pourrait appeler les formes étatiques. Donc, le gouvernement, l'administration publique changent de forme. Donc, on est au début de ces processus. On n'a pas le temps d'expliquer tout en détail ici, mais on dit qu'il y a assez d'indicateurs de transformation dans plein de sphères de la société qui pourraient justifier le fait qu'on est en train de passer dans une reconfiguration de ce système économique. Donc, je vais arrêter le partage d'écran ici. C'était juste pour vous donner un tout petit aperçu de l'ampleur des transformations qu'on essaie d'aborder ou d'analyser dans notre livre. Super, merci beaucoup. On va revenir sur certaines de ces transformations, hein, sous certains angles particuliers, par exemple, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne peut-être la question environnementale, etc. Euh, Vous avez cité certains auteurs, certaines autrices sur lesquels vous vous appuyez en partie. Vous avez parlé de capitalisme de surveillance, capitalisme numérique. Mais bah, vous l'avez bien dit, hein, vous estimez que ces concepts, des fois, ont des angles morts. Il y a certains de ces auteurs, autrices, qui, par exemple, vont pas aborder la question technologique, comme Nancy Fraser, sauf erreur. D'autres qui vont laisser de côté la question du travail. Euh, et voilà. Et du coup, vous essayez de réimbriquer tout ça dans votre théorie critique. Je sais pas si vous voulez en dire deux mots là-dessus ou... Oui, bon, on peut peut-être un portrait bref, un portrait d'ensemble de notre approche. On s'inscrit dans une multiplicité qui est absolument fascinante de contributions critiques aux études, surtout aux études de l'IA, aux études des nouvelles technologies. Quelques contributions phares aussi qui ont été publiées récemment en économie politique hétérodoxe. Par exemple, on parle de Shoshana Zuboff, mais aussi des contributions de Frédéric Durand, des contributions de Nick Whittiford, dont on a discuté également, Nick Cernicek, Evgeny Morozov. Mais selon nous, une synthèse théorique, conceptuelle, critique était nécessaire. Et donc non, pas seulement une critique de la techno, pas seulement une critique de l'économie, une critique du droit,
ou encore on a beaucoup de contributions qui se penchent sur des secteurs en particulier, donc l'IA en éducation, l'IA au travail, l'IA et la publicité, bon, etc. Mais on voulait quand même, on voulait tenter de rassembler un peu ces contributions critiques dans euh, un cadre d'ensemble, et faire une analyse de l'ordre social institutionnalisé du capital algorithmique, comme vous mentionnez, en utilisant le cadre conceptuel de Nancy Fraser, qui par ailleurs, comme vous le mentionnez, laisse de côté la question technologique. Donc, dans toute cette contribution-là, il y a des choses qu'on peut prendre, qu'on peut intégrer dans un cadre plus large. Mais il y a également des angles morts et souvent, ben, un auteur va venir nous aider à éclairer un angle mort chez un autre et on fait une espèce de travail, de mise en courte pointe, si on veut, ou de tressage d'un nœud théorique plus solide, plus standard, qui serait capable d'aller expliquer les transformations, non seulement en économie, en technologie, mais ailleurs dans la société également. Donc, on s'inscrit dans cette tradition critique-là, bon, qui a une longue histoire, là, qui remonte à Marx, qui remonte à Rosa Luxembourg, à Horkheimer et Adorno, par exemple. Et selon nous, tant que tant qu'on n'a pas fini avec le capitalisme, on n'en a pas fini avec Marx. Donc, la critique de l'économie politique de Marx est tout à fait pertinente à notre avis, mais il faut la mobiliser, il faut la faire travailler de façon non dogmatique. Il faut la modifier, il faut la bonifier à l'occasion. Et on pense que ben, souvent dans les cercles de théorie marxiste ou de théorie critique, il y a souvent une attitude qu'on traite la théorie marxiste comme un tout monolithique et indépassable. Donc, on vient à traiter comme un dogme ou au pire un cadavre qu'on laisse sur le respirateur artificiel. Moi, je pense que Marx lui-même aurait encouragé en fait les innovations, les modifications à partir de sa théorie. Le monde change, donc il faut revoir, construire des nouveaux concepts en conséquence. Et nous, on s'appuie sur cette tradition-là de la théorie critique. Donc, pour nous, comme on expliquait tout à l'heure, c'est l'algorithme ou le processus algorithmique qui revient au centre, si on veut, lorsqu'on termine cette synthèse-là, des contributions à la théorie critique. C'est comme ça qu'on arrive avec le terme de capitalisme algorithmique. Comme mon collègue l'expliquait, chez Zuboff, par exemple, ben, il n'y a pas la problématique du travail, il n'y a pas la problématique de la nature. Chez Fraser, il n'y a pas la problématique euh, de la technologie. Chez Kay Crawford, une autre contribution importante, ben, il y a pas de cadre théorique, en fait. Donc, pour nous, ça devient ben, l'algorithme qui est central et qui nous permet d'aller générer ou fédérer, si on veut, toutes ces contributions. Euh, et puis, bon, ben, ce faisant, on adopte des postures critiques envers certains auteurs, certains courants. On s'engage aussi avec une certaine littérature mainstream, dont on procède à la critique, notamment sur la question de- des rapports entre les algorithmes et le travail, par exemple. Mais on essaie justement de synthétiser tout ça à l'intérieur d'un cadre plus, ben, je ne veux pas dire un cadre tout englobant parce qu'il n'y a jamais de cadre comme complètement parfait qui vont tout expliquer, mais un cadre qui, à notre avis, a une valeur heuristique ou un potentiel de pouvoir expliquer le monde euh, qui peut être supérieur à d'autres approches. Super. Peut-être que j'ai rien à ajouter sur ça, mais en fait, il a bien fait le tour, mais je pourrais répondre à Mhm. d'autres questions par la suite. Oui, vous avez abordé Marx. C'est vrai que, comme vous dites, vous n'êtes pas dogmatique et il n'y a pas que lui, loin de là. Il y a quand même beaucoup de citations ou de paraphrases de Marx que vous reprenez à votre compte sur cette histoire de la théorie critique. Vous dites notamment, euh, en reprenant Marx, jusqu'à maintenant, les commentateurs de l'IA n'ont fait qu'interpréter le monde technologique de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer radicalement pour créer les conditions sociales de l'émancipation et de la vie bonne. Donc, c'est de loin pas la seule reprise de Marx, on dira, qu'on trouve dans votre livre. Euh, et vous avez montré, hein, enfin, vous dites bien là, qu'il y a une certaine actualité, encore une fois, des thèses de Marx à partir du moment où on est encore dans un système capitaliste. Euh, vous dites également donc, que certains auteurs méritent, selon vous, d'être critiqués. C'est le cas, si ça vous dérange pas d'aborder ces questions-là, je trouve intéressant aussi de prendre vos thèses par la négative, on va dire. Euh, et par exemple, vous critiquez un auteur qui s'appelle Cédric Durand, pardon, qui s'appelle Aaron Bastani.
Cédric Durand, on verra après. Aaron Bastani, lui, il a une proposition qui s'appelle le Fully Automated Luxury Capitalism. Euh, Moi, j'ai jamais lu son bouquin, mais je connais des gens qui aiment bien, qui comptent effectivement sur ce genre de proposition pour l'avenir. Vous, dans votre livre, vous dites que cette proposition-là, elle est bien naïve. Hein. Juste pour vous citer, vous dites, il semble bien naïf de croire que l'automation algorithmique accélérée soit mauvaise sous les GAFAM, mais bonne sous le socialisme. Donc, je ne sais pas si vous voulez développer un petit peu cette critique. Oui. En fait, cet auteur, Aaron Bastani, reprend une certaine idée qui est présente dans différents courants, inspirés de Marx notamment. On pourrait dire des formes d'interprétation de Marx productivistes. Donc, il voit en fait le développement de l'histoire qui évolue à travers différents stades, comme nous, on le fait un peu. Mais il y a une certaine lecture de Marx qui était présente dans certains de ses écrits lorsqu'il était plus jeune, notamment, qui croit que la société évolue en quelque sorte en passant des sociétés primitives vers des sociétés esclavagistes, féodales, le capitalisme, le socialisme et le communisme va arriver par la suite de façon plus linéaire par le développement des forces productives. Il faut en faire en quelque sorte accélérer ce développement des forces productives et technologiques pour se libérer de contraintes liées au rapport de propriété privée, les relations de production, pour ensuite permettre une société d'abondance, en fait, qui va permettre de satisfaire les besoins humains et de se libérer d'un carcan d'une minorité propriétaire, possédante, bourgeoise. Et ça va permettre de créer l'abondance pour tous. Et pour nous, on est assez critique de cette approche-là. Et c'est un peu notre lecture, on pourrait dire peut-être hétérodoxe ou critique de Marx aussi, quoique dans les écrits tardifs de Marx, c'est une remise en question de ce schéma un peu eurocentrique, linéaire et évolutionniste de sa théorie de l'histoire. Oui, il va dire peut-être qu'on peut bifurquer à travers d'autres types, d'autres sociétés comme la Russie, notamment, on pourrait passer par les communes rurales, le MIR. Les sociétés dans les pays du Sud global auraient pu avoir des trajectoires différentes pour accomplir le socialisme ou le communisme. Donc, nous, on est plus dans cette approche-là, je pourrais dire, d'un Marx non productiviste. Pour l'approche de Bastiani lui-même, qu'il appelle en fait le terme que lui utilise, c'est le Fully Automated Luxury Communism, donc le communisme pleinement automatisé de luxe. Pour lui, en fait, il va dire, ben, l'IA, c'est une opportunité extraordinaire, cette intelligence artificielle et différents algorithmes, pour automatiser le travail. Donc, on va confier le travail aliénant, répétitif à des robots. On va permettre de créer une société du temps libre et elle va pouvoir advenir à condition qu'on sorte de la logique de la maximisation des profits, de la croissance infinie liée au capitalisme. On va, en quelque sorte, socialiser, nationaliser les moyens de production algorithmiques et on va se débarrasser des capitalistes, mais on va garder cette infrastructure technologique pour pouvoir créer une forme de société communiste d'abondance où on va avoir du temps libre pour faire plein de choses par la suite. Donc, c'est une forme d'utopie que nous, on qualifie une forme d'utopie techno-optimiste. Donc, il croit que la technologie a ce potentiel libérateur à condition qu'elle soit libérée du carcan capitaliste. Pour nous, il y a une forme de naïveté liée à ça. En fait, une naïveté double. D'une part, c'est une vision en fait qui ne tient pas compte des contraintes écologiques suffisamment. Donc, ils en parlent un peu. Aaron Bastani dit, ben, on va pouvoir passer peut-être vers des énergies renouvelables qui va permettre par la suite d'avoir une infrastructure économique, technologique plus verte. On va pouvoir par la suite, suite à l'épuisement des ressources naturelles minières. Donc, quand même, pour créer ces appareils technologiques, il faut être capable d'avoir des centres de données, avoir différents ordinateurs. Ça prend une extraction de minéraux extrêmement importante, même pour produire des énergies renouvelables, des véhicules automobiles autonomes et autres ou véhicules électriques, ça prend des minéraux. Lui, il va se dire, mais peut-être on va devoir développer d'autres technologies pour aller extraire des minéraux sur différents astéroïdes. Donc, un peu comme dans certains films, en fait, qui ont été faits, un peu une vision, et en fait, qui reprend un peu la vision de Elon Musk et de Jeff Bezos, mais qui remplace cette logique par une logique socialiste de gauche, anticapitaliste, mais qui reprend la même logique productiviste, comme si la planète, les écosystèmes n'avaient pas de limite. Et pour nous, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement naïf parce que dans les faits, et ce qu'on démontre dans le chapitre sur l'environnement, c'est que l'infrastructure énergétique matérielle de l'intelligence artificielle ne fait que croître. Et en bout de ligne, si on croit à la même vitesse, peu importe que ce soit sous une forme d'économie capitaliste, socialiste ou autre, ça va finir par devenir insoutenable. Et c'est déjà insoutenable dans sa forme actuelle. Donc, on n'aura pas le choix, en quelque sorte, de mettre un frein ou de dire, ben, peut-être qu'on devrait
non pas enlever toute forme de technologie numérique et algorithmique, mais plutôt savoir quels sont les usages prioritaires de ces technologies et est-ce qu'on a besoin de toujours aller plus vite vers la 5G, la 6G, la 7G dans nos processus, d'avoir extraction de données personnelles toujours plus grande pour alimenter cette infrastructure algorithmique? Peut-être qu'il faut mettre des limites liées à ça. Et pour nous aussi, l'autre limite peut-être qui est liée à ce courant, qui est lié aussi à un autre terme dans la littérature, le courant accélérationniste. Donc il croit qu'il faut accélérer le cours de l'histoire avec les technologies notamment, exacerber les contradictions du capitalisme, mais ça va pouvoir en quelque sorte briser la société capitaliste pour emmener quelque chose de, par la suite. Mais nous, on croit que, en fait, si on ne fait qu'accélérer ça, il y a aussi le fait que si on ne prend pas suffisamment en considération la question démocratique ou des injustices algorithmiques ou qui contrôle ces différentes technologies, on risque de reproduire certaines erreurs des régimes soviétiques passés notamment, ou comme le modèle de la Chine, par exemple, qui est un modèle hybride qui est à la fois historiquement un régime communiste, mais qui est passé vers l'économie de marché, qui est une forme de capitalisme étatisé avec le parti unique, avec une forme de régime politique autoritaire, mais qui est un système hybride. Mais on regarde, par exemple, si on prend l'exemple de la Chine, qui déploie l'intelligence artificielle de façon extrêmement puissante, les systèmes de contrôle des comportements humains sont extrêmement développés. Mais si on décide de confier toute la production économique à une classe de dirigeants, d'ingénieurs, de technocrates qui contrôlent l'économie par le biais des algorithmes, où va être la liberté humaine? Et est-ce qu'on va devoir automatiser une part toujours plus grande de notre économie? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être pas se contenter d'automatiser des choses essentielles lorsque c'est utile, puis de libérer une sphère pour des technologies faibles ou intermédiaires, qu'on appelle parfois des low-tech, miser sur une forme de rétrécissement du monde numérique dans certaines sphères, parce qu'on est constamment devant nos écrans pour le travail, pour nos relations sociales et autres. Peut-être qu'il faut libérer, pour une vision de la vie bonne, un temps hors des écrans, hors du monde algorithmique. Donc, on pose cette série d'enjeux et on dit, il ne faut pas juste accélérer le cours de l'histoire et changer on pourrait dire le statut juridique de ces moyens de production algorithmiques en faisant passer de la propriété privée à la propriété publique ou autre. Il faut être capable de remettre en question le fonctionnement même de cette infrastructure numérique et algorithmique. Donc, on apporte différents courants et on se situe pas dans le courant accélérationniste, on le critique, mais on ne cherche pas non plus à aller dans l'autre opposé, dans un courant anti-tech, donc qui refuse toute forme de développement technologique. On ne va pas dans cette direction-là non plus. Donc, enfin, on aurait beaucoup à dire comme ça, mais je me limiterai pour ça. Je ne sais pas si mon collègue va ajouter quelque chose. Non, simplement que avec le modèle, je pense que mon collègue a soulevé les points importants là, chez Bastani. C'est un livre. Ce livre-là est super séduisant, super le fun à lire. C'est un livre que dont j'ai adoré la lecture, mais c'est qu'il y a des limites importantes. Puis si surtout sur cette question-là de l'accélération, et je pense qu'à la fin dans le livre, on dit ben il y a la question politique qui est importante, la question de qui détient ces moyens algorithmiques-là. Et en l'état, accélérer le développement revient à se diriger vers un fully automated scarcity capitalism et non pas un fully automated luxury capitalism. Donc, pour nous, il y a des directions, une direction politique. Si on peut, si on veut qui est manquante un peu chez Bastani, d'où notre critique en toute camaraderie, en fait, d'un peu de naïveté politique de sa thèse également. Merci beaucoup. Peut-être enfin, vous avez déjà du coup pas mal abordé la question environnementale. Vous avez aussi un petit peu abordé du coup les perspectives. Je peux vous proposer, parce que je vous avais proposé une liste de questions, on peut un peu chambouler l'ordre et puis revenir sur le techno-féodalisme et le travail, tout ça après. Donc vous l'avez déjà dit, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose sur le fait qu'aujourd'hui, alors je pense que les consciences évoluent, je pense qu'on est de plus en plus conscient que non, tout, tout- toutes ces technologies algorithmiques, numériques ne reposent pas sur rien, mais on a quand même toujours tendance à penser peut-être que les technologies algorithmiques ne polluent pas, ou en tout cas moins que peut-être d'autres industries, d'autres technologies. Donc déjà, peut-être répondre à ça, dire que pourquoi c'est faux. Et puis, vous dites même qu'au contraire, le capitalisme algorithmique, il pourrait exacerber la crise climatique alors qu'il prétend en être la solution. C'est ça. Oui, ben, sur le plan du rapport à la nature
à l'environnement, on est souvent pris dans le monde numérique, dans le monde techno en général, avec l'espèce de métaphore du nuage où on considère ou on conçoit l'économie numérique comme des flux d'informations qui sont dématérialisés, qui se passent littéralement dans des nuages, dans des clouds, donc qui est détaché un peu des processus d'extraction, des processus de production d'énergie, par exemple, et en utilisant beaucoup, en fait, le cadre de Kate Crawford qui présente dans son livre Atlas of AI euh, une vision d'ensemble des conditions matérielles, de l'infrastructure matérielle qui est nécessaire au fonctionnement des algorithmes, du capital algorithmique, de l'économie numérique en général. Et on voit que cette métaphore du nuage-là est complètement est faussée, il nous donne une image faussée vraiment du rapport entre le capital algorithmique et la nature. Donc, si on considère le capital algorithmique comme une industrie extractive, qui est le terme que Kate Crawford utilise, on peut aller enquêter sur, par exemple, l'empreinte au niveau de l'utilisation des ressources, l'empreinte carbone également, d'émissions de gaz à effet de serre de différentes technologies. Il y a de plus en plus de travaux qui documentent, qui essaient de mesurer en fait ces impacts-là. Et ce qu'on se rend compte quand on consulte et quand on synthétise un peu cette littérature-là, c'est qu'il il y a un écart très, très important entre, d'une part, la, la, le discours des développeurs et des possesseurs de technologies algorithmiques et d'IA envers l'environnement, qui est un discours qui est rempli de bonnes intentions, qui est un discours où on veut développer les technologies, en fait, pour participer à une transition écologique ou participer à combattre les changements climatiques, par exemple, mais qui a un discours un peu à courte vue. Il y a un grand écart, je pense, entre les intentions des acteurs du milieu et les impacts environnementaux réels du déploiement accéléré des technologies algorithmiques. On peut penser à des technologies, par exemple, comme les crypto-monnaies, qui sont extrêmement énergivores. Il y a de plus en plus de documentation sur ça. L'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle générative également. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des empreintes écologiques et des empreintes carbone importantes. Donc, quand on fait la somme de tout ça, on voit que la métaphore nuagique est très limitée et très fausse, si on veut, la réalité environnementale et du rapport à la nature du capital algorithmique. Et on voit qu'au contraire, en fait, de projeter ces tendances-là dans le futur, donc la 5G, la 6G, de plus en plus d'IA générative, qui est plus énergivore, en fait, que d'autres processus algorithmiques. Si on projette dans le futur, on se rend compte qu'on contribue à accélérer différentes facettes de la crise écologique. Par exemple, l'industrie extractive, par exemple, de métaux rares, par exemple, de, de- de ressources naturelles en général, mais aussi sur le plan énergétique. Il y a une espèce de symbiose qui s'installe de façon un peu toxique, en fait, entre des industries qui nécessitent des serveurs, des centres de données, d'un pouvoir computationnel ou informatique très, très important, qui est très énergivore, et une revalorisation de certains actifs de capital fossile, dont des usines à charbon, par exemple, de façon à fournir de l'électricité pour ces processus-là, pour ces centres de données-là, pour ces mineurs de crypto-monnaies, par exemple. Donc, on voit des tensions, des développements inquiétants, en fait, sur le plan environnemental. Et au final, dans notre chapitre, on arrive à la conclusion que les algorithmes ne vont pas nous sauver du désastre climatique ou de la crise écologique, mais au contraire, accélèrent plusieurs de ces tendances-là. Donc, parce il y a des points positifs, évidemment, si on considère les applications peut-être de façon particulière, notamment sur la capacité à mesurer les transformations dans la nature, à mesurer, par exemple, les transformations dans une population animale, par exemple, à mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Mais mesurer, ça ne veut pas dire nécessairement réduire. Donc, si on mesure mieux, il faut se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de mieux mesurer. On sait depuis plusieurs années maintenant l'étendue des problèmes de changement climatique, par exemple. Il y a le GIEC qui fait des rapports très, très détaillés. Donc, cette idée-là de mieux mesurer, il ne faut pas la confondre avec réduire l'empreinte ou transformer les pratiques. Donc, il y a des
on veut, il y a des façons de moduler le discours pour faire apparaître les technologies comme des innovations qui vont nous sauver, en fait, quand c'est pas le cas du tout, là, on a tendance davantage à accélérer ou à amplifier certains problèmes qui sont très, très importants. Mhm. Puis je dirais de façon complémentaire, comme mon collègue le dit, on reconnaît qu'il peut y avoir certaines applications, outils algorithmiques particuliers qui peuvent avoir peut-être un impact positif au niveau de la transition socio-écologique, mais il ne faut pas avoir de leurre ou de croire en fait que l'IA ou la technologie en général va nous sauver de la situation actuelle. Puis il y a un discours qui est assez présent au sein de la Silicon Valley, notamment du monde de l'économie numérique et du monde de l'IA, une idéologie que Evgeny Morozov a appelée le solutionnisme technologique. C'est de croire qu'à tout problème social complexe, il y a une application, un outil, une IA qui va permettre de résoudre un problème. Donc, vous avez un problème d'obésité, on va créer une app qui va être capable de mesurer votre exercice physique tout au long de la journée. Vous allez être capable de mesurer et d'avoir différents objectifs. Et là, ça va permettre de réduire votre poids, par exemple. Mais peut-être que certaines applications numériques ou algorithmiques peuvent avoir cet effet. Mais ultimement, si on reste dans une logique à un problème social ou environnemental complexe, on apporte une solution technique, ça amène une forme de dépolitisation de ces enjeux. Et on croit qu'à l'heure actuelle, vu qu'il y a une urgence climatique extrêmement importante, on ne peut plus se contenter de toutes petites mesures ici et là à la pièce. Donc, dire on va créer des applications pour voir, par exemple, quand on va à l'épicerie, les produits, leur empreinte carbone pour faire des choix éclairés en tant que consommateur. La consommation responsable, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'on doit produire. Et il y a du monde dans l'IA, par exemple, qui vont dire, du côté de Montréal, il y a tout un écosystème qu'on appelle intelligence artificielle responsable avec des gens qui ont des bonnes intentions, qui cherchent à développer des applications de l'intelligence artificielle pour le climat notamment. Ils vont, par exemple, amener des images de notre environnement urbain physique, par exemple, à travers des images de Google Maps, et qui va faire une projection dans le futur avec le changement climatique voir dans 50 ans, 100 ans, à quoi pourrait réassembler nos vies et notre environnement. Donc, ça aide à la sensibilisation, la conscientisation peut-être, mais on le sait, je pense que face à la crise écologique actuelle, c'est pas un problème de manque d'information, de manque de sensibilisation qu'on a, c'est un problème politique et d'économie politique parce qu'il y a des intérêts puissants qui ne veulent pas que les choses changent. Et il faut s'attaquer au cœur du problème qui est, d'après nous, le régime de croissance infinie basé sur la logique d'accumulation capitaliste et sur cette logique industrielle productiviste. Et tant qu'on ne va pas attaquer cette chose-là à la base, on va juste être dans une logique de croissance, d'accumulation, et on va se diriger vers le mur climatique comme c'est en train d'être le cas à l'heure actuelle. Ce pourquoi, puis peut-être on va pouvoir y revenir plus tard, on a pour une approche qu'on appelle, il faut qu'il y ait une forme de système socio-économique post-capitaliste qu'on appelle techno-sobre. Donc, qui ne serait pas un modèle dans lequel il y aurait une croissance continue de cette infrastructure extractive industrielle pour le numérique et pour cette intelligence artificielle. On pourrait penser à comment appliquer des formes de ce qu'on appelle en fait, ce qu'on appelle soit la décroissance en termes de consommation de ressources naturelles de façon large, ou sinon la descente énergétique, donc de consommer moins d'énergie à la base pour se limiter dans les usages essentiels importants, ce qui va impliquer de faire des choix, différents arbitrages sur la place que le numérique et les différents algorithmes vont occuper dans nos vies. Donc, cette idée-là, pour nous, que le post-capitaliste qui soit viable, ça va être un post-capitaliste post-croissance, donc pas basé sur une logique de croissance infinie, et on va devoir décider de la place que cette infrastructure occupe dans nos vies, en gros. Ok. On pourra y revenir tout à l'heure, effectivement. Euh, Moi, je vous propose de revenir à la critique, du coup, d'un autre auteur. C'est Cédric Durand. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que lui, il décrit comme système contemporain. Lui, il parle de techno-féodalisme. Il y avait aussi Yanis Varoufakis qui le faisait à un moment, mais vous le dites dans le livre, il a évolué sur la question. Euh, pour quelle raison, vous, le techno-féodalisme, ça colle pas avec la situation actuelle? Mais d'une part, la contribution
de Durand, ben, à mon avis, est absolument cruciale. Elle est super pour comprendre de nouveaux mécanismes en économie politique, de prédation, des nouvelles formes de relations de dépendance. Varoufakis oscille entre des thèses de techno-féodalisme. Ensuite, il est passé à une description de cloud capitalism. Et là, il est revenu, il y a un livre qui vient de sortir là, tout juste il y a quelques semaines où il reprend les thèmes de techno-féodalisme. Donc, on dirait qu'il est revenu à ce terme-là. Donc, c'est très, pour nous, c'est très stimulant. Ça identifie vraiment des nouvelles formes, de relations dans l'économie, mais c'est quand même un peu court, à notre avis, comme vision d'ensemble. Alors que de notre côté, bon, on en a discuté tout à l'heure, on voit les transformations contemporaines comme un nouveau stade du capitalisme, pas comme un retour vers le futur néo-féodal. Euh, c'est, la thèse techno-féodalisme nous semble aussi euh, courir le danger d'un certain eurocentrisme. Le féodalisme, c'est un phénomène historique européen. L'appliquer à l'ordre global risque de perdre des spécificités, si on veut, de développement au sud global, par exemple, dans des endroits comme en Amérique latine, comme en Asie ou en Afrique. En gros, je pense que la contribution de Durand, donc, se lit davantage comme une métaphore, et peut-être pas comme un cadre théorique qui est capable de saisir une transformation du capitalisme, qui met beaucoup d'accent sur les mécanismes de prédation, qui met beaucoup d'accent sur les logiques de dépendance, et qui se situe probablement du point de vue d'une économie politique européenne dans un contexte où l'Europe elle-même est en voie d'être périphéralisée, si on veut, ou de devenir périphérique dans le système d'accumulation global, alors que jadis, l'Europe est un point central, un node central de l'économie capitaliste globale. C'est peut-être symptomatique de voir une espèce d'analyser comme une espèce de retour au féodalisme, ou un techno-féodalisme, ou un relent de relations de dépendance dans un contexte où par exemple, l'économie européenne, en gros, devient excessivement dépendante de l'étranger, des États-Unis notamment, sur le plan de l'accumulation algorithmique, sur le plan des flux de données, sur le plan des investissements, etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ces contributions, moi, par exemple, m'ont beaucoup aidé à comprendre les mécanismes de rente différentielle, différents nouveaux mécanismes en place dans l'économie, mais reste à court de considérer vraiment globalement une transformation du capitalisme, de la nommer. Et bon, on a recours à un cadre conceptuel qui, à notre avis, peut-être pas adéquat pour rendre compte des transformations contemporaines. Mhm. Et je dirais de façon complémentaire, leur thèse repose souvent sur cette image métaphore ou cette analogie avec le féodalisme, l'idée que le féodalisme reposait sur une économie essentiellement rentière, basée sur la rente liée à la terre. Là. Dans leur thèse, l'idée, c'est pas la terre au sens physique du terme, c'est plutôt des territoires numériques. Il y a comme une glèbe numérique sur lesquels vous et moi, comme utilisateurs, devenons de plus en plus, comme mon collègue le dit, dépendants de grands joueurs, de grands seigneurs. Donc, il y a comme une analogie qui est intéressante par rapport à certains mécanismes du féodalisme qui réapparaissent sous une nouvelle forme à l'heure actuelle. Mais nous, l'élément qu'on remet en question, c'est l'idée que cette économie dans laquelle on vit actuellement est essentiellement basée sur la rente. Comme si il y avait une extraction de données personnelles que les grands joueurs capitalistes, les grandes plateformes ne produisaient pas par elles-mêmes de concret, de nouvelles choses, de nouvelles marchandises. Elles faisaient juste extraire de la valeur à partir de nos données personnelles. Il y a cette dimension-là qui est essentielle, mais dans l'économie capitaliste aussi, on retrouve dans les idées de Marx aussi, il y a la rente qui joue un rôle essentiel et encore, qui est encore essentiel. Donc, c'est pas le fait qu'il y ait de la rente maintenant qui fait qu'on passe d'un nouveau stade, d'un nouveau système de mode de production complètement différent. Il y a juste peut-être une amplification du rôle de la rente dans ce nouveau stade du capitalisme, mais on reste dans une logique d'accumulation, de production orientée vers les profits. Aussi, les géants du numérique, en fait, ne font pas qu'extraire des données sans rien produire, comme on pourrait dire à l'époque des grands seigneurs ou la noblesse féodale qui ne produisait pas de valeur par elle-même, qui ne produisait rien de nouveau, faisait juste comme attendre que la valeur émerge, puis ils jouaient un rôle de prédation.
Les grands joueurs capitalistes investissent des milliards et des centaines de milliards de dollars dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes, font différentes acquisitions et prennent leur valeur et la réinvestissent dans l'économie constamment, qui est une logique entièrement capitaliste, du capitalisme industriel de l'époque du 19e siècle, mais sous des nouvelles formes. Et nous, ce qu'on dit essentiellement, c'est que le capitalisme algorithmique relance le processus d'industrialisation, mais dans d'autres sphères. On pourrait dire maintenant le processus de algorithmisation du travail notamment. Donc, le fait que la rente soit présente, eux, ils voient ça comme quelque chose d'essentiel, fondamental, qui changerait les règles du jeu, alors que pour nous, c'est juste une reconfiguration d'un nouveau système, en fait, pas d'un nouveau système, d'un nouveau mode, enfin, d'une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Et Yanis Varoufakis, j'ai pas encore eu la chance de lire son nouveau livre, mais dans des entrevues qu'il a données à différents endroits, il dit aussi maintenant, il y a la rente, mais il y a aussi l'économie de marché. La concurrence telle qu'elle existait dans le capitalisme est remise en question par cette concentration du pouvoir, par cette formation d'oligopoles qui se mettent en place, qui réduisent à peau de chagrin cette économie de marché qui existait avant. Et les grandes plateformes numériques, c'est pas tout à fait de l'économie de marché, c'est pas le modèle des entreprises, il y a quelque chose de nouveau. Nous, on le dit aussi. Mais ce qu'on dit, c'est que cette plateformisation de l'économie ne remplace pas complètement l'économie de marché. Puis l'économie de marché, c'est pas la caractéristique principale du capitalisme non plus. Donc, même si on avait un système dans lequel l'économie de marché jouait un rôle très marginal mineur, on pourrait entièrement rester dans une logique capitaliste et Yanis Varoufakis utilise le thème de cloud capitalists, donc les capitalistes du nuage, qui accumulent ces différentes données. Et nous, on dit, mais justement, ce sont des capitalistes qui font ça à l'heure actuelle. Donc, on est plutôt dans un débat, je dirais, vraiment dans les rouages sémantiques. Est-ce qu'on est passé dans un nouveau mode de production complètement différent, le technofédalisme, dans un nouveau stade du capitalisme? Nous, on dit qu'on reste dans la logique capitaliste, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, puis on rentre un peu en débat avec eux pour leur dire peut-être que vous vous égarez légèrement sur ça. Quoique on reprend plusieurs de leurs idées, puis on est d'accord avec beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses par la suite aussi. Je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. C'est bon, Non, ça, je- non, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est du Mhm. techno-féodalisme. Tu sais, en gros, les grands joueurs, selon nous, se comportent comme des entreprises capitalistes. Donc, à partir de ce moment-là, la- le techno-féodalisme, le retour au féodalisme est permis comme une métaphore pour nous aider à éclairer, à saisir certains processus. C'est peut-être pas une vision d'ensemble. On va, on va venir à l'accumulation, ce que vous voyez comme nouveau processus d'accumulation. On va essayer d'y entrer dans le détail, si vous le voulez bien. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait parler justement de cette question de l'exploitation du travail? On a tendance justement souvent à oublier. Il est même de moins en moins rare d'entendre que l'avènement des algorithmes, des nouvelles technologies pourrait mettre fin au travail. Selon vous, c'est une douce utopie. Vous dites même que l'intelligence artificielle n'abolit pas le travail, au contraire, elle le reconfigure et elle l'exploite, donc de différentes manières. Je ne sais pas si vous aimeriez développer cette question. Oui, mais sur le plan du travail, évidemment, la plupart des débats ou ce qui hante la littérature sur le travail en ce moment, c'est beaucoup le thème de l'automation. Donc, on se penche sur ces thèmes-là. Et bon, sur l'automation, il y a un large spectre de positions qui passe de, par exemple, l'automation, c'est une opération rhétorique des capitalistes pour faire peur aux travailleurs. On a ça chez Astra Taylor, par exemple, avec la photomation, en fait, qu'elle appelle à des positions qui viennent de l'économie souvent plus mainstream aussi, qui parlent, bon, on va abolir, je sais pas, 50% des postes d'ici 10 ans. Bon, il y a toutes sortes de prédictions. Et nous, on cherche à voir, en fait, qu'est-ce qui est nouveau dans le travail, qu'est-ce qui est affecté dans le travail, et comment, en fait, l'intelligence artificielle elle-même, au lieu d'abolir le travail, au lieu de rendre certains processus de travail caducs, reconfigure, en fait, des tâches qui sont associées à différents emplois, crée des nouvelles tâches également pour les êtres humains. Et ce qu'on se rend compte quand on consulte les travaux surtout
des plus grands experts là, dans le milieu, comme Antonio Casilli, par exemple, ou comme Aaron Benanav, ou comme Phil Jones, qu'on se rend compte, ou comme Gray et Surrey, les auteurs américains qui ont écrit un livre fantastique qui s'appelle Ghost Work, ben, on se rend compte que l'automation, même si on peut intuitivement la voir comme quelque chose qui remplace le travail, c'est davantage un processus de reconfiguration, comme vous le dites. Le problème, à notre avis, c'est que cette reconfiguration-là se fait à l'avantage du capital. C'est-à-dire que c'est une reconfiguration qui va viser à intensifier certaines tâches, qui va, donc là, on est encore dans le domaine de la plus-value relative là, chez Marx. Intensifier certaines tâches, accélérer certaines tâches, augmenter les standards de productivité associés à certaines tâches, créer des nouvelles tâches. Il y a tout l'enjeu du travail digital, qu'on reprend un peu les concepts qu'Antonio Casilli a développés avec beaucoup de justesse, à notre avis, euh, qui, qui, qui enquête sur différentes formes de production de la valeur, des formes de travail qui sont rémunérées d'une part très faiblement la plupart du temps. On parle du travail du clic, par exemple, du travail de traitement de données, du travail de curation de contenu, du travail d'appui, en fait, aux algorithmes, aux intelligences artificielles qui ne fonctionnent pas de façon automatisée. Mais on parle aussi de travail social en réseau, par exemple, comment les utilisateurs, en produisant du contenu pour les plateformes, en classifiant de l'information, en annotant des informations aussi dans leurs interactions en ligne, participent à une certaine génération de données, traitement de données, entraînement d'algorithmes, sans être payé, évidemment. Il y a une ludification aussi de ces processus-là qui sont importants. Donc, il y a tout un univers de travail qui est changé et où les catégories antérieures qu'on utilisait deviennent caduques à certains endroits. Donc, le travail qui est productif dans l'économie, pas nécessairement le travail salarié. Donc, ça, c'est une des grandes transformations, à notre avis, du capital algorithmique. C'est d'être capable d'aller extraire la valeur de plein de pratiques, de processus qui sont du travail au sens large d'activité humaine productive, mais qui ne sont pas dans le secteur de l'emploi. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça sur le plan du travail digital, notamment, qu'on explore dans le livre, mais plus largement, si on considère le capital algorithmique comme un ordre social institutionnalisé, mais il y a également toute l'infrastructure matérielle du capital algorithmique qu'il faut produire. Donc, on présente un concept qui est celui de travail algorithmique, qui est une synthèse de 4 moments de travail, si on veut, 4 types de travail, 4 types d'activités productives humaines qui produisent le capital algorithmique. Donc, il y a le travail digital avec ses différentes déclinaisons. Il y a le travail industriel et logistique, de production, d'assemblage d'appareils, de distribution aussi de ces appareils. Il y a un travail qu'on appelle le travail extractif, donc le travail d'extraction des métaux rares, de forage, par exemple, pour l'énergie fossile. Et finalement, il y a le travail domestique, qui est très important. Et là, on s'inscrit dans une tradition extrêmement riche de théorie de la reproduction sociale, théorie féministe et marxiste, à la fois et critique, qui analyse toutes les tâches ménagères, les tâches domestiques, la sphère domestique de reproduction des corps, de reproduction des capacités de travail, de reproduction des liens sociaux, de soins envers les non-travailleurs, travailleurs, que ce soit les enfants, les personnes aînées, par exemple. Donc, tout ce travail de soins-là, ce travail domestique-là, est aussi transformé par le capital algorithmique, notamment par le déploiement dans les sphères domestiques d'objets connectés qui extraient des données, qui viennent lier de façon automatisée les flux de consommation des ménages à des plateformes comme Amazon, par exemple, qui viennent également marchandiser certaines des tâches, notamment par l'économie des plateformes et du gig work, où on peut engager des promeneurs de chiens, une cuisinière et tout ça pour aider avec les tâches domestiques. Donc, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que la sphère domestique, cette sphère de travail-là, est de plus en plus connectée au marché, en fait. Et non seulement comme une sphère de consommation, mais comme une sphère productive également. Donc, il y a des transformations importantes et notre concept de travail algorithmique essaie de rassembler tout ça en sortant un peu des cadres de l'économie politique classique où on a, bon, le travail rémunéré produit de la valeur, le travail non rémunéré produit de la force de travail. On essaie on pense qu'on est rendu à un stade du capitalisme où il faut repenser un peu les concepts du travail-là en prenant en compte surtout et notamment la montée du travail digital qui reconfigure également des rapports entre le Nord et le Sud, une division internationale du travail. La majorité des requérants de travail digital sont des plateformes au Nord et en Chine. La majorité
du travail digital est effectué maintenant dans les pays du Sud global. Donc, il y a des nouvelles configurations internationales également qui sont importantes à noter et à inclure dans cette espèce de synthèse conceptuelle qu'on essaie de faire. Mhm. Je dirais de façon complémentaire, mais pour nous, le travail sous capital algorithmique se reconfigure sous différentes formes, comme ça a été dit, par une intensification, une forme de précarisation, de fragmentation des tâches aussi parfois, aussi par une forme d'externalisation, donc le terme d'externalisation qui vient des travaux de Stefan Lesnich qui dit on envoie le travail justement dans les pays du Sud, donc le travail du clic par exemple, la modération de contenu sur mon fil d'actualité Facebook, il y a différents algorithmes qui font un travail automatisé. Mais tout ce qui n'est pas automatisable, il doit y avoir une forme d'intermédiaire humain qui doit être là pour autoriser, cliquer, décider si le contenu doit être est justifié comme étant conforme aux standards de la plateforme. Et tout ce travail-là pour entraîner les algorithmes, comme ChatGPT notamment, pour éviter qu'ils reproduisent des propos haineux, violents, racistes et autres. Il a été entraîné par, non pas des ingénieurs d'OpenAI, mais par un sous-traitant qui a embauché des travailleurs kenyans à moins de 2 de l'heure, qui était entraîné, en fait, qui devait travailler à longueur de journée, être exposé à des propos, des discours haineux, violents, racistes à longueur de journée. Plusieurs personnes ont souffert de problèmes de santé mentale, d'épuisement, de d'autres formes de souffrance psychologique et autres. Donc, tout ce travail invisible, ce qu'on appelle le ghost work ou le travail fantôme, en fait, plus qu'on va produire d'algorithmes, plus qu'on va avoir besoin d'êtres humains pour entraîner ces différents algorithmes. Et ce qu'on dit aussi dans le livre aussi, qui est une hypothèse qu'on met en place, qu'on doit voir parce qu'on est encore, disons, à l'aube de ce nouveau stade du capitalisme, c'est une remise en question de ce partenariat humain-machine dans la division des tâches. Souvent, il y a ce discours, d'après nous, qui est un discours qui se veut davantage optimiste sur le fait qu'on va pouvoir automatiser des tâches aliénantes, répétitives, pénibles et libérer du temps pour la créativité, de la prise de décision complexe, pour faire de l'art, par exemple. Et là, ce qu'on voit, on fait depuis, en plus, c'est extrêmement visible depuis l'arrivée de l'IA générative, donc les intelligences artificielles capables de générer de la musique, des photographies, de la vidéo maintenant aussi, c'est qu'on peut automatiser des tâches créatives, produire la musique, produire des œuvres d'art. Il y a certains artistes qui peuvent l'utiliser, mais en même temps, peut-être plusieurs entreprises vont décider de moins faire affaire avec des artistes professionnels puis générer par eux-mêmes, par des intelligences artificielles, du contenu visuel. Donc, on est en train d'automatiser des tâches créatives, des tâches complexes et de donner des tâches d'entraînement d'algorithmes qui sont pénibles, difficiles à des travailleurs sous-payés à l'autre bout du monde. Donc, il y a comme une automatisation du travail créatif, puis une algorithmisation, et on donne davantage de travail aussi par du travail pénible. Donc, il y a comme un certain retour du balancier qui est mis en place. Et ce qu'on fait l'hypothèse, c'est que de plus en plus, les gens qui font ce travail-là, en fond, c'est plus juste uniquement l'école bleue qu'on appelait à l'époque les travailleurs manuels, qui sont en quelque sorte automatisés, remplacés partiellement par des robots, par des différentes machines. C'est l'école blanc, les travailleurs de l'information, de la connaissance, des professeurs. Éventuellement, on n'est pas encore à ce stade-là, mais peut-être dans 5 10 ans, on ne sait pas le nombre de professeurs. Si on décide d'implanter des systèmes d'apprentissage dans les universités, dans les écoles basées sur des intelligences artificielles, dans la sphère du droit, les avocats, donc toute l'IA qui arrive. Et là, est-ce qu'on va se retrouver à être un peu, en quelque sorte, différents éditeurs de contenu générés par des IA? Comme, pour donner une analogie, sur la chaîne de montage qui a été automatisée, il faut encore des êtres humains pour superviser que cette automatisation, il n'y ait pas de défaut de fabrication et qu'on va retirer les produits défectueux, au même titre que les gens qui traduisent du texte vont utiliser différents logiciels qui vont traduire et ils vont être là pour éditer le contenu supervisé, repasser derrière ce que l'algorithme a fait. On prévoit la même chose dans la sphère du cinéma, dans la sphère de plein de travail intellectuel. Et est-ce qu'on va se retrouver de façon progressive à devoir travailler davantage, toujours plus, mais à titre de superviseur de travail fait par différents algorithmes. Et c'est un peu l'hypothèse qu'on fait. Si on reste dans le régime capitaliste tel qu'il existe, c'est une certaine tendance lourde qui va avoir tendance à se produire parce que ceux et celles qui vont implanter ces dispositifs dans les sphères de l'entreprise du travail vont être ceux et celles qui vont vouloir en tirer maximum de profit. Et si on ne développe pas des formes d'auto-organisation par les gens qui travaillent, par les employés, des formes de protection du travail, de reconnaissance, une appropriation de ces technologies par les gens directement concernés, mais on va se faire imposer ces outils algorithmiques
pour extraire de la valeur davantage, intensifier le travail, exploiter davantage. Donc, c'est un risque, on dit qu'une pente glissante peut-être qui est en train de se produire à l'heure actuelle, et c'est pourquoi il faut s'organiser pour essayer d'éviter que ça soit utilisé dans une intensification des processus d'exploitation. Malheureusement, l'État, on se dirige pas vers une société des loisirs pour les humains où les tâches monotones et difficiles sont données à des robots, mais c'est l'inverse. On va donner les tâches créatives, épanouissantes, le fun à des robots, à des machines algorithmiques et les humains vont faire du clic, de la curation de contenu et ce genre de trucs-là. Donc, une espèce d'ironie un peu sur le thème de la société des loisirs auquel on assiste en ce moment. Il y a des, ouais, ouais, il y a des grands enjeux anthropologiques hein, que vous traitez dans le livre. Il n'y a pas que sur cette question des loisirs, du travail, de la créativité. Il y a aussi des enjeux anthropologiques sur les réseaux sociaux, sur voilà, le rapport avec les influenceurs, etc., etc. On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais je renvoie les gens au livre. C'est des questions très, très, très intéressantes aussi. Et puis effectivement, merci pour ces précisions sur la sphère du travail. Euh, Maintenant, est-ce que ça vous irait qu'on aille dans voilà, ce nouveau régime d'accumulation des richesses que vous voyez? Est-ce que vous estimez qu'on a le temps ou est-ce que vous voulez passer plutôt aux questions stratégiques? On peut y aller brièvement, peut-être sans trop s'étendre, donner une logique peut-être globale. Est-ce que donc vous reprenez donc la formule qu'on trouve dans le Capital de Karl Marx, le fameux AMA', pardon, et puis vous le reprenez à votre compte avec les nouvelles logiques de ce que vous appelez donc le capitalisme algorithmique, et vous proposez donc une nouvelle formule en fait d'accumulation des richesses à l'ère du capitalisme algorithmique, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez me la décrire du coup en quelques mots? Peut-être que je peux essayer, ou toi, Jonathan, je ne sais pas si... Vas-y, puis je pourrais compléter au besoin. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est un chapitre où on essaie de déployer un peu cette logique de l'accumulation algorithmique au sens fort du terme. Donc, outre tout ce qu'on a dit sur le fait que c'est une infrastructure industrielle à l'échelle planétaire et l'exploitation du travail, comment ça se met ensemble pour être une logique d'accumulation de la valeur comme telle? Donc, comment la valeur est produite ou accumulée? Ce qu'on dit, en fait, en reprenant et en essayant de complexifier la formule de Marx, dans un des chapitres du Capital, il va dire, ben, la formule générale la plus abstraite du Capital, c'est AMA', c'est-à-dire argent, qui est échangé contre une forme de marchandise, qui ça peut être une marchandise achetée ou ça peut être le travail notamment, qui permet de produire A', donc A apostrophe, qui est une accumulation, en fait, qui est un surplus d'argent. Donc, l'argent sert à acheter des marchandises qui permet de produire un surplus d'argent. Et ce surplus d'argent est réinjecté dans le processus de production pour accumuler davantage d'argent. Donc, le propre du capital, ce n'est pas juste d'être un stock d'argent, qui reste en quelque sorte dans un coffre quelque part, dans un compte bancaire en Suisse ou ailleurs. Là, je fais une blague ici, dans un endroit, mais c'est de l'argent qui est constamment réinvesti, réinjecté dans le système de production pour être permettre de créer de la valeur. Mais là, comment ça fonctionne avec la logique algorithmique? Ce qu'on dit pour faire en fait une explication la plus courte possible, c'est que nos différentes expériences de vie personnelle et différentes activités humaines, nos comportements, sont de plus en plus datafiés, c'est-à-dire transformés en données personnelles comportementales à travers les interfaces numériques que sont les appareils connectés et autres. Et cette datatification de notre expérience humaine sert ensuite à entraîner différentes machines algorithmiques, des processus algorithmiques qui sont eux-mêmes liés à du travail humain, du travail algorithmique, parce qu'il n'y a pas de machine algorithmique sans qu'il y ait de travail humain, comme on l'a expliqué. Et en fait, cette combinaison entre cette détassification de notre expérience à travers des différentes machines algorithmiques et le travail algorithmique servent à produire un surplus de données et un développement d'autres machines algorithmiques plus puissantes. Donc, on met des primes ici. Donc, différentes données personnelles servent à produire davantage de données personnelles.
différentes machines algorithmiques sont entraînées à partir de ces données personnelles, servent à produire des machines algorithmiques toujours plus puissantes, toujours plus performantes. Et cette accumulation de données d'une part et de machines algorithmiques d'autre part, par la médiation du travail humain, permet de produire un surplus de l'argent supplémentaire, des revenus. Et ces différents revenus sont réinjectés afin d'extraire davantage de données et de produire davantage de machines algorithmiques. Et en fait, pour faire une histoire courte, on dit en fait la formule du capital algorithmique, c'est AMA prime A prime, c'est-à-dire de l'argent qui sert à acheter et à produire davantage de machines algorithmiques toujours plus puissantes qui servent à produire davantage d'argent par la suite, un surplus, une survaleur qui est réinjectée pour avoir davantage de valeur par la suite. Donc, c'est la même logique de Marx, mais qu'on complexifie en essayant d'injecter les données personnelles, les machines algorithmiques. Et ce que ça produit, c'est-à-dire un système dans lequel on va extraire davantage de données personnelles, on va produire toujours plus de machines algorithmiques pour extraire davantage de données et produire davantage de machines. Et tout cela pour accélérer l'accumulation de la valeur, l'argent. Et cet argent-là sert à produire des machines algorithmiques qui servent à produire de l'argent. Et c'est une boucle qui va à l'infini comme telle. Donc, c'est une formule peut-être un peu complexe, un peu aride ou un peu abstraite, mais qui sert à dire que c'est un processus d'accumulation infinie qui se met en place par la médiation des données personnelles et des outils algorithmiques. Oui, c'est très bien résumé. En fait, c'est ça, une synthèse, une nouvelle synthèse de mécanismes d'exploitation de travail et d'extraction qui est en fait le fait de tous les stades de capitalisme. Tous les stades de capitalisme ont une certaine configuration, exploitation, extraction, si on veut. Et l'extraction, souvent, pouvait prendre la forme de privatisation de certains actifs, notamment pendant la période néolibérale dans les pays du Sud, par exemple. On avait forcé la privatisation de certains actifs pour les intégrer au marché dans cette forme d'extraction. Les auteurs qui parlent de dépossession, d'accumulation par dépossession, David Harvey, par exemple. Fraser aussi parle de ça. Par ailleurs, David McNally également a beaucoup travaillé sur ces enjeux-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'extraction qui annule pas les formes précédentes, mais qui est inédite et qui vient reconfigurer le processus d'accumulation. Et on la théorise de la façon dont mon collègue a très bien résumé d'ailleurs. Donc, c'est important pour nous parce qu'on revient tantôt à ce qu'on disait sur le techno-féodalisme. Ben, c'est pas qu'une extraction. C'est pas qu'un mécanisme rentier, par exemple. C'est vraiment une imbrication, une nouvelle forme d'extraction qui vient, comme des formes d'extraction dans des stades historiques précédents, s'ajouter, se configurer de façon complexe avec des mécanismes d'exploitation du travail et pour nous qui génèrent une nouvelle logique d'accumulation du capital. Merci beaucoup. C'est passionnant. Euh, J'aurais bien aimé qu'on aborde aussi la question du Covid, mais je vais juste le dire en deux mots et puis on va passer sur la question peut-être la question stratégique. Euh, vous avez un chapitre dans le livre, une thèse, hein, comme je l'ai dit, il y a 20 thèses dans le livre, il y a une thèse qui est consacrée à cette période du Covid. Alors, sans rentrer dans des théories du complot, vous dites que le Covid aurait été enclenché ou déclenché par la volonté de certaines puissances, certaines classes dirigeantes, etc. Par contre, vous dites que, il y a des grandes entreprises et des classes dirigeantes qui ont su profiter de cette crise pour peut-être euh, accélérer l'arrivée de ce nouveau modèle de développement, pour faire court. Vous parlez d'une augmentation soudaine du temps d'attention connecté. Il y a aussi toute une thèse hein, sur ce temps volé par les algorithmes, etc., et par les dispositifs addictifs, etc., etc. Vous parlez aussi d'un autoritarisme sanitaire et de ce fameux solutionnisme technologique que vous avez déjà abordé. Vous pourrez y revenir si vous voulez. J'enchaîne juste sur la suite et puis en deux mots, vous pourrez dire quelque chose. Euh, Maintenant, là, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on parle de tout ça, et quand on voit la puissance de ces grandes entreprises, quand on voit euh, aussi le durcissement d'un système hein, dans beaucoup de pays, euh, on pourrait avoir tendance à penser, et vous le dites très bien dans le livre, que c'est un processus global et qui peut être perçu comme implacable. Euh, et du coup, vis-à-vis de ça, vous citez Dardo et Laval qui disent à la logique du capital comme système achevé s'ajoute la logique stratégique de l'affrontement.
La guerre des classes, sourde ou ouverte, qui transforme les conditions de la lutte, modèle les subjectivités des acteurs et pour finir dégage les dominés de l'assujettissement en leur traçant la voie de l'émancipation. En reprenant à votre compte cette citation, vous tracez deux types d'affrontements possibles pour s'émanciper du capitalisme algorithmique, à savoir la lutte de classe et, et des formes de lutte frontières. Euh, et puis, avant ça, enfin, en même temps, vous prenez le soin de définir aussi des valeurs éthiques sur lesquelles on pourrait se baser pour réfléchir aux transformations souhaitées, etc., etc. Je ne sais pas si vous voulez aborder ce plan-là maintenant. Veux-tu faire les vertus, Jonathan, brièvement, et je ferai les luttes brièvement ensuite? Oui, oui, parfait. Je peux faire ça de façon très brève. On a un chapitre qui porte sur la question des différentes vertus militantes ou le cadre éthique. Donc, pour nous, en fait, comment est-ce qu'on mobilise une certaine approche éthique par rapport à l'IA pour entrer en résistance, justement, la façon dont l'éthique est utilisée, voire instrumentalisée dans le monde du développement d'algorithmes, c'est souvent pour dire comment on va programmer des robots vertueux, d'une part. Donc, des livres, en fait, qui sont écrits sur ça. Un collègue à nous qu'on apprécie bien par ailleurs. On rentre en dialogue critique avec lui qui s'appelle Martin Gibert au Québec, qui en fait veut définir comment on peut appliquer une éthique pour avoir des robots qui ne reproduisent pas trop d'injustices, de biais algorithmiques, qui vont produire des résultats efficaces, qui vont répondre à des critères éthiques, pour nous dire, bon, c'est bien s'il y a des gens qui travaillent sur ça, mais nous, parallèlement, on rentre dans une logique éthique différente de comment on peut développer, en fait, différentes dispositions à agir, penser, ressentir qui nous permettent de créer un monde commun viable dans le monde actuel, le monde du capital algorithmique, mais aussi contre ce monde du capital algorithmique, puis au-delà, et comment on crée en fait des outils qui nous permettent d'entrer en lutte, en résistance face à ce monde. Donc nous, on problématise la question éthique face à l'IA de façon un peu différente pour dire, mais il faut développer différentes vertus, notamment la sobriété numérique, donc le dire, ou la sobriété technologique, de peut-être, ça ne veut pas dire, et nous, on fait la vertu comme étant pas le juste milieu, mais comme un bon dosage entre deux positions extrêmes. On essaie d'éviter les approches trop techno-optimistes ou qui ont dit, mais c'est à travers la tech qu'on doit absolument être absorbé entièrement par cet univers-là. Mais on dit, on n'est pas dans une posture anti-tech de rejet complet où on doit revenir à des éco-villages complètement déconnectés du monde numérique et algorithmique. On dit, on doit développer en fait une forme de sobriété numérique et technologique et qui n'est pas non plus à l'échelle uniquement individuelle. Donc, c'est pas juste dans la régulation de l'usage de nos écrans, mais quoi que c'est quelque chose qu'on doit faire, je pense, vous et moi personnellement, pour avoir un bon équilibre de vie. Mais c'est quelque chose qu'on doit instaurer à l'échelle collective des différentes institutions, mettre des règles, des formes d'usage, des nouvelles coutumes, ou que ce soit des lois aussi parfois pour réduire le temps d'écran ou mettre des limites pour les grandes entreprises qui produisent ce genre de choses. Et on aborde d'autres vertus dont la solidarité, l'entraide, l'empathie, le care, notamment qui sont mises à mal aussi par nos interactions numériques sur les grandes plateformes, qui amènent des formes, on pourrait dire, de pratiques de haine et de polarisation, de logique d'annulation, de cyberintimidation qui peuvent être à la fois difficiles, à la fois pour lutter contre différents adversaires et au sein des groupes militants aussi. Donc, on aborde cet enjeu-là éthique. Mais d'après nous, on l'aborde pour comment développer des bons outils pour permettre d'entrer en lutte face au monde actuel. Puis là, je vais laisser la parole à mon collègue pour voir comment est-ce qu'on voit, on fait une forme de cartographie, on fait des luttes en cours contre le capital algorithmique dans différentes sphères. Oui, ben, tout à fait. On voit la question de la résistance et de la lutte à partir de la lunette du capital comme un ordre social institutionnalisé. Donc, il y a des luttes qui s'inscrivent dans les rapports d'exploitation, donc des luttes qui sont reliées au monde du travail. On les appelle des luttes de classe et qui s'expriment de façon différente, qui s'expriment surtout sur le plan juridique, en fait, et légal, là, ces jours-ci. Et il y a également ce qu'on appelle des luttes frontières, donc des luttes qui se déploient sur le plan environnemental, sur le plan de la reproduction sociale, sur le plan de la politique également. Et en gros, sur le plan de la lutte de classe, donc d'abord, ben, on enquête dans toutes les formes de résistance, si on veut, du travail algorithmique, notamment du travail digital.
des luttes de résistance, par exemple, des campagnes de syndicalisation des employés d'Amazon. Donc, on a vu récemment le premier syndicat dans un entrepôt Amazon aux États-Unis. Je pense que c'est en 2022. Mais on voit aussi, par exemple, des luttes très, très importantes chez les travailleurs, travailleuses de plateforme, les chauffeurs Uber, les différents services de livraison également, les travailleurs, travailleuses, forgent des nouveaux types de solidarité, essaient de se solidariser de façon à améliorer leurs conditions de travail, à être reconnus des fois comme travailleurs, travailleuses également, et comme employés, non pas comme partenaires ou comme exécutants ou contractuels. Donc, il y a toutes sortes de luttes sur le plan du travail algorithmique qui se mettent en place et pour nous sont très, très importantes et configurent une prise de conscience, si on veut, collective de rapports de classe ou d'une reconfiguration des rapports de classe dans le capitalisme algorithmique. Mais ces luttes-là prennent aussi souvent des formes d'expression juridique. Et là, on peut aussi revenir, faire la comparaison avec quand Marx parlait, par exemple, des luttes pour limiter la journée de travail. Ben, il enquêtait beaucoup sur le plan juridique, comment le rapport de force de classe se répercute ou se traduit dans des formes législatives, des phases de législation où on va vouloir réduire la journée de travail ou l'augmenter. Ben, un peu de la même manière, on voit les rapports de classe s'exprimer sur le plan juridique avec des mouvements, par exemple, mouvement anti-monopole ou antitrust qui revient sur le devant de la scène pour tenter de démanteler, si on veut, le pouvoir, la concentration du pouvoir au niveau des GAFAM, par exemple. On voit aussi des mouvements de souveraineté numérique qui se mettent en place dans différents pays, des mouvements également d'encadrement réglementaire de l'IA. On l'a vu, ben, notamment en Europe, qui est un peu le pionnier ou le fer de lance de ces mouvements réglementaires-là. On l'a vu récemment avec le AI Act. Mais il y a aussi, par ailleurs, en Amérique du Nord, par exemple, un décret présidentiel du président Biden il y a quelques semaines ou quelques mois qui est assez substantiel là, pour encadrer un peu le développement de l'intelligence artificielle. Ici, en ce moment, au Québec, au Canada, on est en plein là, dans les consultations, la mise en place de cadres réglementaires, l'élaboration de politiques et éventuellement de textes législatifs sur la question. Donc, on voit les rapports de classe, les luttes, les formes de résistance, d'encadrement s'exprimer aussi à ce niveau-là. Et sur le plan des luttes frontières, on répertorie dans le livre des ensembles de reconfiguration, de recalibration de certaines luttes, par exemple les luttes écologistes, qui de plus en plus se teintent d'un aspect ou d'un sens qui est aussi une lutte contre le pouvoir du capital algorithmique. Donc, une espèce de prise de conscience dans ces luttes-là, également de résistance contre, pas nécessairement contre la technologie, mais contre certains usages de technologie qui sont au détriment de l'environnement, par exemple. On peut explorer aussi des luttes sur le plan d'une valorisation du travail de care humain, du travail reproductif, des luttes qui remontent au débat sur la rémunération du travail domestique, du travail ménager dans les années 70. On a ces luttes-là qui sont portées par le mouvement féministe, par exemple, qui sont importantes et qui, pour nous, s'inscrivent dans cette logique de résistance-là à l'heure actuelle. Mais toutes les luttes aussi de protection de la vie privée, par exemple les luttes anti-discrimination algorithmique, ont des mouvements très forts, surtout aux États-Unis, la Data for Black Lives, l'Algorithmic Justice League, qui sont des mouvements qui s'attaquent au racisme non seulement dans le secteur, dans l'industrie, mais également dans les technologies algorithmiques elles-mêmes. Donc, ça constitue pour nous des luttes frontières. Et il y a un déploiement quand même assez important de ces résistances et ces luttes-là dans les interstices du système et qui, pour nous, trace la voie, si on veut, ou nous donne une base à partir de laquelle penser des stratégies de résistance plus fédérées, plus globales, des stratégies de sortie de capitalisme également. Peut-être si je peux compléter, puis merci beaucoup pour ce beau tableau. Ce qu'on essaie de montrer vers la fin du livre, et je pense qu'on manque de temps, mais quoi qu'on a voulu consacrer au moins 3 thèses pour dire ben, quelles sont les voies de sortie, les pistes aussi. On ne voulait pas juste critiquer le système existant ou interpréter le monde du capital algorithmique, comme on l'a dit au début, mais essayer de le transformer, de contribuer aux luttes en cours. Ça va prendre, en fait, d'après nous, il y a des configurations en termes de alliances, de coalitions stratégiques avec une diversité de luttes qu'on vient d'évoquer, qui sont souvent des luttes qui prennent part sur des fronts différents, sur des enjeux spécifiques.
Et je crois que ça fait partie de la nature de la lutte de se concentrer sur des aspects très concrets, spécifiques, pour être capable d'obtenir des gains, mais pour être capable d'établir une forme de conscience de classe élargie ou de conscience démocratique, populaire, transversale, de lutte contre toutes les formes d'oppression liées au capital algorithmique. Ça prend en fait en quelque sorte un fil conducteur, une certaine interprétation de ces différents enjeux comme étant liés contre une forme d'adversaire commun. Donc, c'est ce qu'on essaie, je dirais, humblement ou avec audace d'amener vers la fin du livre sans être capable de répondre à tous ces différents enjeux. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est de dire qu'il faut à la fois articuler, essayer de fédérer ces luttes, ces formes de résistance entre elles, les lier à des réformes radicales du point de vue institutionnel aussi, au niveau de la transformation des lois, comme ça a été dit plus tôt. Pour nous, on voit les différentes tentatives actuelles, réglementaires, législatives, comme le AI Act et d'autres, comme un pas dans la bonne direction, mais c'est souvent dans le cadre peut-être d'un futur capitalisme algorithmique régulé par les institutions publiques. Donc, on reste dans une forme de social-démocratie qui ne remet pas en question la logique d'accumulation, la propriété des moyens de production algorithmiques aussi. Donc, ça reste limité, on doit aller au-delà de ça. Et ce qu'on montre aussi, c'est que notre sphère aussi, qui est les formes de création d'alternatives non capitalistes ou post-capitalistes dans le champ du numérique, de l'IA. Donc, tout ce qu'on appelle le mouvement des logiciels libres, du commun numérique. Il y a l'IA open source qui se développe de plus en plus. Ce qui est intéressant, mais ça reste souvent à la marge du système parce que les géants du numérique, les géants technologiques ont plus de ressources, ils ont des lobbies importants pour influencer la formation des lois et ils ont souvent une longueur d'avance, ce qui fait en sorte que pour créer une forme d'alternative à Uber, on peut avoir le mouvement des plateformes coopératives. Donc, créer comme par exemple à Montréal, nous avons Evoque, une coopérative de services de chauffeurs. Donc, les profits sont répartis au sein de cette entité, c'est bien, mais ils sont infimes par rapport au pouvoir d'Uber. Et un des enjeux qu'on a avec le logiciel libre et les communs numériques, il y a Wikipédia, qui est vraiment un exemple extraordinaire de commun numérique. Mais pourquoi il y a juste Wikipédia que les gens connaissent et il y a plein d'autres outils numériques libres qui ne sont pas en fait aussi visibles? C'est parce qu'il y a un rapport de pouvoir inégal. Et on croit qu'on doit lier les formes de lutte contre le capital algorithmique à des réformes très fortes au niveau des institutions, à la création d'alternatives non capitalistes et d'inscrire ça dans une logique de démantèlement du système actuel. Mais là, comment on peut s'y prendre pour un démantèlement complet? Est-ce que c'est par la prise du pouvoir par les institutions politiques? Est-ce que c'est à l'échelle nationale, municipale? Est-ce que c'est dans une logique anarchiste, libertaire, de création d'un autre monde à côté du système actuel? On rentre dans ces débats vers la fin sans avoir de réponse définitive, mais on pose que c'est les questions que les mouvements doivent se poser pour être capables d'éclairer les enjeux en cours. Merci. Je vais pas vous relancer parce que je sais qu'on manque de temps. Je pense que vous avez abordé vraiment la question le plus efficacement possible et en donnant quand même les éléments qu'il fallait. Vraiment, moi, tout ce que je peux dire, c'est bah, lisez le livre, hein. Là, on l'a abordé, comme j'ai dit, le plus efficacement possible et plutôt en surface quand même. Euh, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview et ce temps. De mon côté, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Merci, invitation. c'est super, super agréable. Très bonne question, merci. Et merci à vous. Et puis, toute bonne continuation et peut-être à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup pour cette invitation, puis avec plaisir de suivre les entretiens de Mhm. votre côté par la suite. Merci beaucoup.